D'un bidonville libérien à président du pays, l'histoire de cet homme est déjà hors du commun. Mais avoir entre-temps une très grande carrière de footballeur professionnel auréolé d'un ballon d'or, c'est encore plus hors du commun. C'est le destin de George Weah. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler de Mr. George Weah, l'homme au destin exceptionnel. Je suis sûr que la majorité d'entre vous s'est déjà imaginé être le meilleur de son sport ou président de la République quand vous étiez petit. Moi, perso, les deux me sont arrivés, mais on va dire que j'ai pas eu la chance de l'imaginer très longtemps. Alors, nul au foot, redoublement. Archi nul au foot, redoublement. Jambe de bois, il appelait les bâtards. Même à FIFA, il est pourri, gros. Oui, bon, ça va, t'as fini là? Allez, c'est parti pour le premier épisode des sportifs au destin hors du commun. George Weah, Mr. President. Oh, l'anglais. George est né à Monrovia, la capitale du Liberia, comme un symbole le 1er octobre 1966. Et pourquoi comme un symbole? Car le chiffre 1, le premier des nombres, lui collera à la peau toute sa vie. Il grandit à West Point, un bidonville géré par les gangs dans une famille très pauvre. Et après la mort de son père, il est élevé seul par sa grand-mère, donc autant dire qu'il partait pas très bien dans la vie. Et il y a justement un détail important dans la vie de George, c'est que sa famille est issue du groupe ethnique Krou, des autochtones du Liberia. Et pour bien comprendre en quoi c'est important, nous allons faire un petit retour en arrière pour tenter de vulgariser l'histoire très complexe mais tellement passionnante du Liberia. Juste avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas historien, donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, et dites-moi en commentaire si j'ai dit une bêtise, ça peut arriver. J'ai essayé d'avoir les meilleures infos possibles, mais étant donné du sujet, c'était pas évident, donc voilà, m'assassinez pas s'il vous plaît. Et au pire, si t'es pas content, tu vas voir Nota Bene, tu vas voir Jamie comme tout le monde, ok? Allez, c'est bon, on peut y aller. George Weah est donc né au Liberia, un pays d'Afrique de l'Ouest juste ici, entre le Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à l'arrivée des Portugais sur ces terres, c'était un lieu divisé en plusieurs groupes ethniques. Mais comme beaucoup d'autres endroits en Afrique, de nombreuses choses ont changé avec la colonisation. Quand les Portugais arrivent, ils trouvent énormément d'épices et décident donc d'appeler la région Côte du Poivre. Anecdote donc, la Côte d'Ivoire s'appelle ainsi à peu près pour les mêmes raisons. Bref, vous connaissez l'histoire, des millions d'Africains ont été déportés en Amérique pour en faire des esclaves entre le XVIe et XIXe siècle. Et cette région de Côte d'Afrique de l'Ouest en était l'un des foyers principaux. Là, vous comprenez pas forcément où je veux en venir, et pourtant tout ça est d'une importance capitale dans la vie de George. Au début du XIXe siècle, dans certains États des États-Unis, des Afro-Américains devenaient libres. Et pour contrecarrer l'émancipation de cette population, en 1816 naît l'American Colonization Society, société fondée par des Blancs, qui avait pour objectif d'envoyer les Afro-Américains libres en Afrique. Vous vous en doutez, c'était absolument pas par sympathie, selon eux il y avait un problème car il y avait de plus en plus d'Afro-Américains libres aux USA, et eux, ils étaient pas chauds quoi. Et comme les Américains et la géographie, ça n'a jamais été une histoire d'amour, ils se sont dit qu'ils allaient les renvoyer en Afrique, à peu près par là où leurs ancêtres avaient été enlevés. C'est comme ça que les terres de l'actuel Liberia ont été achetées par cette société en 1822. Et en 1847, le Liberia devient un État indépendant dominé par les colons américano-libériens, c'est-à-dire les descendants d'esclaves qui sont tout droit venus des États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe quand des colons arrivent, changent tout dans votre pays et gardent le pouvoir? Ça termine mal. Et pendant plus de 100 ans, les américano-libériens exercent le pouvoir grâce à un suffrage censitaire. En gros, seuls les riches peuvent voter, et le système est fait pour que les riches soient des américano-libériens, donc les autochtones, les gens qui étaient sur place avant, ne peuvent jamais gouverner. Et ça a duré un moment, et malgré quelques concessions, il y a une extrême tension dans le pays dans les années 70. C'est dans ce climat que grandit George Weah, descendant d'autochtones, à Monrovia. Je pense qu'il avait à cette époque-là plus de chances de devenir le premier Africain à être ballon d'or un jour que président du Liberia. Même si, rien ne le prédestinait à l'un ni à l'autre. Mais en 1980, alors qu'il a 13 ans, les choses changent au Liberia. Le gouvernement en place est renversé par un coup d'État, le président et plusieurs ministres sont assassinés, et une dictature est alors mise en place par Samuel Doe, premier chef d'État descendant d'autochtones, depuis l'indépendance du Liberia. Et dans ce contexte difficile, malgré une très grande précarité, George commence le football assez tard, à l'âge de 15 ans, au Young Survivors, puis il arrête ses études au lycée. Il joue ensuite au Bone Grange Company, où il est repéré pour ses talents de footballeur hors normes, et l'attaquant joue alors pour les clubs de Mighty Barrow et Invisible Eleven en tant que professionnel. Je fais des guillemets avec mes doigts car imaginez qu'en temps de guerre civile dans un pays de 4 millions d'habitants relativement pauvre, les structures étaient loin d'être professionnelles. Infrastructure ou pas, George est champion du Liberia en 87 et il sait ce qu'il veut faire dans la vie, du football, c'est sa passion, son échappatoire.
Et il est tellement fort au Liberia qu'il finit par taper dans l'œil du Tonnerre Yaoundé, l'un des plus grands clubs du Cameroun. Une petite saison éclair au Tonnerre lui a permis d'offrir le championnat du Cameroun à son équipe. Et là-bas, il est repéré par l'entraîneur français du Cameroun, Claude Leroy, qui en parle à son ami, un certain Arsène Wenger. Et après avoir envoyé un recruteur le voir à Yaoundé, Wenger fait confiance à George et le fait venir à Monaco. Il a alors 23 ans et va découvrir le foot européen et la vie monégasque, qui est bien différente de ce qu'il a connu jusqu'à présent. Est-ce le début d'un conte de fées ? Bah pas vraiment. Wenger dira de lui qu'à son premier entraînement, il a laissé une impression pâteuse, tout le monde le trouvait nul, pâteau. Voilà, ça c'est dit, personne croyait vraiment en lui. Pour autant, avec la force de caractère qu'il avait, ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Mais ses débuts sont très compliqués, il n'est pas dans le groupe pro pour les 6 premières journées de championnat. Il joue pour la première fois 31 minutes lors d'une défaite contre Auxerre et est titulaire pour la première fois à la 10e journée de championnat, défaite 3-0 contre le RC Paris. Quelques semaines plus tard, après des entrées en jeu bien meilleures, Wenger lui donne sa chance. Résultat, doublé contre Strasbourg, plus une passe décisive dans une victoire 4-1. Là, c'est déjà mieux. Puis il enchaîne avec un but lors des 2 matchs suivants, et après un mois de décembre compliqué, il prend une vraie place au sein de l'équipe et termine la saison titulaire. Là où beaucoup de joueurs n'auraient pas tenu le choc, George a pris cette difficulté d'adaptation pour devenir encore plus fort. Il termine la saison avec 17 buts en 38 matchs et une finale de Coupe de France perdue contre l'OM. Il est alors élu meilleur joueur du continent, Ballon d'Or africain, le premier Libérien à obtenir la distinction. Selon Arsène Wenger, c'est la progression la plus spectaculaire qu'il n'ait jamais vue. Sa carrière est alors sur de bons rails ? Bah pas vraiment. Sa deuxième saison monégasque est vraiment compliquée. Entre blessures et contre-performances, George ne joue que 24 petits matchs et marque 8 buts. Sa troisième saison est beaucoup plus aboutie, il joue 40 matchs, la plupart comme titulaire et plante 18 buts et 5 passes décisives. Il remporte son premier trophée français, la Coupe de France, et termine deuxième de Ligue 1. Son ultime saison monégasque est une confirmation, George Weah est un très bon joueur de football. 47 matchs, 23 buts, 8 passes D, pour une nouvelle deuxième place de championnat et une finale de Coupe des Coupes perdue contre le Werder de Brême. La Coupe des Coupes, elle n'existe plus, mais c'était en gros les gagnants de chaque coupe nationale en Europe, c'est-à-dire le gagnant de la Coupe d'Allemagne, le gagnant de la Coupe de France, le gagnant de la Coupe d'Italie, qui se rencontraient pour gagner une Coupe d'Europe. En vrai, moi j'aime bien le principe, mais bon, il y a déjà 3 Coupes d'Europe, donc c'est déjà suffisant. Bref, à l'issue de la saison, George quitte Monaco, le club parisien y songeait depuis un moment, c'est maintenant chose faite, Weah jouera pour le PSG. Sa première saison parisienne est sur la base de sa précédente, 23 buts, une deuxième Coupe de France pour lui et une nouvelle deuxième place de championnat. Pour le moment, contrairement à ce que j'ai dit en intro, c'est surtout le chiffre 2 qui lui colle à la peau. Et en parlant de 2, il profite de son congé estival pour se marier avec la femme de sa vie, Claire Duncan. Donc Claire est une Jamaïcaine qui travaillait aux États-Unis en banque, c'est d'ailleurs là où ils se sont rencontrés, elle était responsable du service à la clientèle. Il a donc plus ou moins marié sa banquière. Revenons au foot, sa deuxième saison parisienne va me faire mentir sur le chiffre 2. Le PSG est champion de France 94, Weah est un très grand artisan du titre, il marque moins, mais il a une place capitale dans le collectif parisien. La saison suivante, c'est la consécration du désormais appelé Mr. George. Pour la première fois, le PSG remporte la Coupe de France et la Coupe de la Ligue la même saison, et pour la première fois, le PSG arrive en demi-finale de Ligue des Champions, qu'il perd contre le Milan AC. George marque 8 buts durant le parcours parisien, il est au sommet de son art. Michel Denisot, président du PSG, déclarera même qu'il vaut plus cher que la Tour Eiffel. Mais les bourreaux du PSG veulent ramener la Tour Eiffel à Milan et ils l'auront. Malheureusement, son histoire parisienne ne se termine pas de la meilleure des manières. Des insultes lui ont été proférées avec, entre autres, de nombreux cris de singe lors de sa dernière apparition, des bons abrutis. Et ça, Weah ne l'oubliera jamais. Quoi qu'il en soit, il signe pendant l'été contre l'équivalent de 6,9 millions d'euros. C'est maintenant une superstar. Il commence sa saison sur les chapeaux de roue, 4 buts et 6 passes décisives en 8 matchs. George devient alors le premier ballon d'or non européen de l'histoire, le premier et unique africain à avoir été ballon d'or à l'heure actuelle. Et il sera à tout jamais le premier des footballeurs de l'année 1995. L'annonce est faite le lendemain de Noël, le 26 décembre, pourtant la vie ne lui avait clairement pas fait de cadeau. De la misère au sommet du football, Mr. George a surmonté les étapes une à une, non sans difficulté. Toute sa vie, il montrera que si un exploit n'a pas encore été réalisé, il n'y a rien d'impossible, c'est juste qu'il n'y avait pas encore de premier. Dans la foulée de son ballon d'or, il joue sa première Coupe d'Afrique des Nations
où il avait qualifié pour la première fois de son histoire son Liberia natal, mais comme c'était l'un des seuls joueurs d'un très bon niveau dans l'effectif, ils sont alors éliminés en phase de poule. Pour le réconforter, il remporte quelques mois plus tard le championnat d'Italie avec le Milan AC. Ses saisons suivantes sont collectivement très compliquées. Il termine 11e puis 10e du championnat d'Italie, même si George reste le meilleur buteur de son club, c'est pas terrible. La 4e est bien meilleure collectivement, un 2e championnat d'Italie pour Mr. George, qui a maintenant 33 ans, et son impact est de moins en moins important. Et quelques mois plus tard, le Milan AC l'envoie en cours de saison à Chelsea, où il a plutôt bien commencé avec le but de la victoire dans un derby contre Tottenham. C'est plutôt pas mal. En plus, il remporte la FA Cup avec Chelsea. Pourtant, il n'est pas conservé par son entraîneur Vialli. Il retourne donc à Milan. Mais il n'est pas non plus dans les plans des dirigeants milanais qui le laissent partir gratuitement du côté de Manchester City. Et après 9 petits matchs et un petit but, ça se passe pas très bien. Et Weah quitte Manchester City. Il retourne donc en France à l'OM. Ouais, vraiment. PSG-OM. Vu la fin de son histoire parisienne, il a eu aucun scrupule à signer chez le rival marseillais. On le pensait un peu fatigué, mais en fait, il joue un rôle très important pour cet OM qui l'aide à se sauver de justesse. Il recroisera durant cette saison une dernière fois le PSG, contre lequel il offrira forcément une belle passe décisive à Bakayoko. Forcément parce que c'est le PSG et que les ex et le PSG, bah tu connais quoi. Et cette année-là, avec sa sélection, il échoue malheureusement d'un petit point d'une qualification historique du Liberia à la Coupe du Monde 2002. Pour la première fois, le Liberia a réellement joué la qualification à la Coupe du Monde, et George aura vraiment tout essayé pour la jouer avec son pays. Il aurait même investi de l'argent personnel pour améliorer les conditions de l'équipe. Donc le mec, il a vraiment tout essayé pour que ça marche. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il joue ensuite quelques matchs pour le projet sportif sans doute à Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis, et une deuxième et ultime Coupe d'Afrique des Nations où le Liberia sera éliminé en poule. George Weah prend sa retraite de football le 11 juin 2005 et il fêtera son jubilé au Vélodrome. Il choisit de le jouer à Marseille parce que c'est son dernier club européen. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est peut-être aussi pour faire chier le PSG. En tout cas, il y avait du très très beau monde pour son jubilé. Zidane, Shevchenko, Drogba, Eto'o, Ginola. Franchement, pas mal. Enfin, c'est presque son dernier match, mais ça, on le verra plus tard. Weah veut maintenant aider son pays à grandir comme il a pu le faire lui, et le Liberia a connu de grands changements depuis son départ en 88. Vous vous souvenez de Samuel Doe ? Sa dictature brutale a provoqué une longue guerre civile entre 89 et 97, pendant laquelle il s'est fait assassiner en 90. Cette guerre civile était vraiment sanglante. Pendant ces quelques années, 150 000 personnes ont perdu la vie. Le 19 juillet 97, Charles Taylor, grand artisan de l'insurrection contre Samuel Doe, est élu président du Liberia. Et lui, il a une vraie particularité, c'est qu'il est descendant d'un père américano-libérien et d'une mère autochtone. Mais ça marche pas bien mieux car la guerre civile reprend entre 99 et 2003 et Charles Taylor finit par être contraint à quitter son poste. Il sera même inculpé quelques années plus tard pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ouais, rien que ça. La transition politique est contrôlée par l'ONU et des élections présidentielles plus démocratiques ont lieu en 2005. Et là, 2 candidats se détachent. La première, Ellen Johnson Sirleaf, qui est américano-libérienne, descendante de familles riches. Elle a d'ailleurs étudié aux États-Unis, et c'était elle qui était ministre des Finances lors du coup d'État de Samuel Doe en 80, donc une experte de la politique. Et le second candidat n'est autre que George Weah. Et Mr. George perd les élections avec 40% des voix. On lui reproche son manque d'expérience en politique et son manque d'éducation. Pour acquérir cette expérience, il se met alors en tête de passer plusieurs diplômes et il le fera. Et en 2011, pour les nouvelles élections, George ne s'estime pas encore prêt, alors il met en avant Winston Tubman, le principal concurrent de Sirleaf, qui dénonçait les fraudes du sommet de l'État. Mais Sirleaf est largement réélu. Et c'est en 2014 que Mr. George devient sénateur George, sénateur de Monrovia, la capitale libérienne, soit l'un des plus hauts postes politiques de l'État. En 2017, George Weah se sent légitime, il présente donc sa candidature aux élections présidentielles, il a maintenant les diplômes et a fait ses classes dans la politique libérienne. En plus de ça, il a démontré toute sa bonne volonté en investissant beaucoup de son argent personnel pour aider les populations pauvres. Pour autant, il lui est critiqué d'être beaucoup absent au Sénat et d'avoir désigné comme colistière G. Will Taylor, l'ex-femme de Charles Taylor qui purge ses crimes de guerre au Royaume-Uni. Pour s'en défendre, George Weah déclarera en septembre 2017 « Dans notre pays, pratiquement tout le monde a participé à la guerre, donc si vous commencez à montrer du doigt certaines personnes, alors personne ne pourra se présenter aux élections. » George Weah, au vu de sa carrière sportive loin du Liberia, lui, n'a pas participé à la guerre civile.
Il sera élu président avec 61,5% des voix et il sera le premier descendant d'autochtones à être élu démocratiquement en période de paix. Pour autant, il essaye d'être le président de tous les Libériens, en tout cas c'est la position qu'il met en avant. Durant son mandat, il essaiera de lutter contre la corruption et de stimuler l'économie du pays, mais ça va s'avérer une tâche très compliquée. Pour fêter son élection, il rejoue un match officiel avec le Liberia à 51 ans. Il a quand même joué 79 minutes alors qu'il n'était pas en grande forme physique. En tout cas, une victoire 2-1 des Nigérians. Et parmi les Nigérians, même si certains joueurs avaient été laissés au repos, d'autres ont été titulaires pendant la Coupe du Monde 2018. Pour les connaisseurs, le joueur de Leicester Ndidi a joué ce match à l'issue duquel le numéro 14 de President George a été retiré. Il a également profité de sa présidence pour remercier Claude Leroy et Arsène Wenger avec la plus haute distinction du Liberia. En fait, sans l'intention de le faire, ces deux hommes ont impacté l'histoire d'un pays tout entier, et franchement j'adore. Pendant la Coupe du Monde 2022, il est aperçu à plusieurs reprises dans les tribunes pour soutenir son fils Timothy qui joue pour les États-Unis. Malgré quelques critiques sur ses nombreux déplacements à l'étranger, plus le fait qu'il n'ait pas encore aboli la corruption dans le pays et l'insécurité globale, George Weah a d'ores et déjà annoncé qu'il était candidat à sa réélection en octobre 2023. Des bidonvilles de Monrovia à la présidence, en passant par une carrière de footballeur légendaire auréolé d'un ballon d'or, le parcours de vie de George Weah est juste complètement dingue. Malgré de nombreux échecs, il n'aura jamais abandonné l'idée d'être le premier. Voilà, c'était la vie de George Weah, Mr. George, President George. J'ai adoré écrire cette vidéo car ça montre à quel point le sport peut changer une destinée, même d'un pays, et aussi à quel point la mentalité de sportif de haut niveau peut permettre d'exceller dans d'autres domaines. On attend de voir si Mbappé va se présenter à une élection présidentielle un jour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça m'aidera énormément dans mon projet. Allez, salut la team!